Donc, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Denis Côté, conseiller aux étudiants ici au service à la communauté étudiante à la TELUC depuis un certain nombre d'années, en milieu universitaire encore plus longtemps. Donc, de formation initiale en tant qu'orthopédagogue, j'ai développé un intérêt là, sur les stratégies favorables pour réussir des cours universitaires. Et depuis que je suis à l'Université Luc, je me suis préoccupé de cette réussite en mode à distance. Donc, bienvenue dans ce webinaire. La présentation de ma part devrait à peu près être 30-35 minutes et à la fin, j'aurai du temps pour ceux qui souhaitent inscrire des questions. Là, je vous rappelle que vous pouvez écrire des questions dans le Q&A, Q et A là, à côté là, sur votre barre d'outils. Vous êtes supposé trouver, ça ressemble à un chat, là, mais c'est uniquement pour déposer des questions. Donc, là, il y a seulement les personnes responsables du webinaire qui vont voir votre question. Et en fonction de ces questions-là, à la fin, je en répondrai là, à certaines. Donc, en fonction de ça, on va débuter. Excusez-moi, je suis allé trop vite. Dernier cours. Donc, les cours à l'Université TELUC vont faire un survol. La majorité dure 15 semaines, mais certains vont durer moins longtemps. On a aussi des cours de, je crois, 10 semaines et il y a aussi des cours qui durent 2 sessions, donc de 30 semaines et de 20 semaines. Donc, malgré que la majorité sont 15 semaines, l'important, c'est à travers votre portail étudiant de vérifier votre date de fin de cours. C'est l'élément le plus important. Par la suite, pour comprendre qu'est-ce qu'il y a à faire, les différentes tâches à réaliser durant vos cours, la feuille de route est certainement un élément extrêmement important qui découpe les tâches dans le temps et vous permet justement de voir qu'est-ce qu'il y a à réaliser pour chacune des semaines. Petite attention particulière, la majorité des feuilles de route vont vous indiquer à quelle semaine ou à quel moment vous déposez les travaux lorsqu'il y a des travaux, mais ils ne font pas nécessairement mention de quand est-ce les commencer pour pouvoir respecter un certain rythme. Donc, ce volet-là vous appartient d'analyser les questions. Nous, on vous suggère entre 3 et 4 semaines avant pour, à partir de là, selon votre compréhension des consignes, que vous estimiez le temps à donner et à l'échelonner, soit sur 1, 2, 3 ou 4 semaines, dépendant de l'ampleur du travail. Pour tous les cours, il y a des textes à lire et à synthétiser dans la mesure où parfois, il va y avoir des synthèses dans les cours, il va y avoir des questions pour vous aider à faire la synthèse dans les cours, mais comme la majorité des cours, vous n'écoutez pas un enregistrement d'une présentation comme on a en présentiel d'un enseignant qui enseigne de vive voix, l'apprentissage qu'on dit de type autonome se fait à travers votre capacité à traiter l'information, soit dans les livres ou dans des textes à lire ou du multimédia, tels que des audios ou des audio-vidéos. Il y a également tout un volet lié aux exercices qui vont parfois servir de se préparer aux examens, parfois servir à vous aider à identifier les éléments plus clés de vos lectures. Donc, faites attention à ça. N'oubliez pas que vous êtes offert un soutien d'encadrement selon vos besoins et que les situations d'évaluation sont parfois sommatives. Pardon, il y a toujours des évaluations sommatives et parfois vous avez des formatives. Les sommatives sont ce qu'on appelle les évaluations, les activités d'évaluation qui sont notées, tandis que le formatif sert à vous prendre conscience de votre progrès ou des éléments que vous ne comprendriez peut-être moins bien. Donc, un petit survol des cours à la TELUC. La majorité des cours ont une interface là, pour ceux qui sont allés naviguer dans vos cours. Vous allez vous apercevoir que tout en ayant des balises, il faut faire preuve d'une grande autonomie. Vous avez ici des lectures, des exercices, des études de cas. Ici, on a pris un exemple. Là. Il y a d'autres cours où la ligne du temps, ça va être semaine 1, semaine 2, semaine 3. Il y en a qui vont être phase 1, phase 2. Donc, vous devez être autonome là, dans votre première semaine et sachez que les cours ouvrent quelques jours avant la date officielle. En tout cas, la majorité vont ouvrir là, quelques jours avant la date officielle. Donc,
allez quelques jours avant la date de début de votre cours, vérifiez si votre cours est ouvert et dès qu'il est ouvert, prenez le temps de naviguer dans l'interface, d'aller voir les documents proposés, de télécharger ce qui est nécessaire et de découper, de comprendre à travers la feuille de route ou comment le site il est fait, qu'est-ce qu'il y a à faire pour chacune des semaines. La clé de la réussite, selon notre expérience et l'analyse qu'on a fait là, avec certaines expériences et des questionnaires auprès de un certain nombre d'étudiants, se divise surtout en 3 grandes clés là, quand on parle de stratégie d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il faut d'abord se donner un contexte pour étudier. Deuxièmement, il faut traiter efficacement les contenus de cours, ce qu'on appelait, ou ce que j'ai nommé tantôt, l'apprentissage autonome. Et en fonction de vos apprentissages, de votre compréhension, vous aurez à démontrer efficacement vos apprentissages à travers différentes activités d'évaluation. Alors, le premier domaine qui est un contexte pour étudier, bien, il y a la dimension physique, personnelle et sociale. Au niveau physique, vous devez prévoir dans votre environnement soit de vie au niveau de votre résidence ou certaines personnes vont même organiser ça dans leur lieu de travail parce que beaucoup d'étudiants à la TELUC là, vont travailler en même temps que faire des cours là, en développement personnel chez nous. Donc, peu importe l'endroit que vous choisissez, parce qu'il y a même des gens aussi qui vont aller dans des endroits comme les bibliothèques municipales. Là, actuellement, c'est sûr que la situation liée au COVID ne permet peut-être pas ce genre d'activité-là, mais dès que c'est possible, il y a un certain nombre de personnes aussi qui font ce choix-là d'aller se donner un rendez-vous avec soi-même dans un autre lieu que le travail et la résidence pour aider à se concentrer. Parce que le but de cette organisation-là, physique temporelle, que je dirais, c'est d'avoir un temps ou un espace-temps dans lequel il y a le moins de distracteurs possible pour se concentrer le plus efficacement aux tâches pour le cours, qui est la lecture, l'écoute, la création de synthèse personnelle en fonction de notre prise de notes, en tout cas, pour faire ces choses-là. Donc, ordinateur, pour certains papier-crayon, il y en a même que ça va d'avoir un tableau blanc dans un environnement de bureau à la maison pour finalement aller mettre en mots ce qui est compris pour en faire une synthèse, recommencer, puis à la fin, il y en a même qui vont prendre des photos avec leur téléphone de ces synthèses-là. Le moyen, on va en discuter tantôt, peut être très personnalisé, mais l'important, c'est de n'avoir un. Certaines personnes vont aussi devoir composer avec un lieu qui est partagé, mais il y en a qui vont inventer le code de se mettre des coquilles anti-bruit. Donc là, c'est une convention dans le lieu de résidence pour dire, bien, quand je mets ça sur ma tête, ça veut dire que je suis en train d'étudier pour l'école. Donc, on porte attention là, à ne pas trop me déranger. N'oubliez pas, là, au moment où vous décidez de travailler pour l'école, fermer les téléphones, aller dans les fonctions là, de paramètres de vos ordinateurs ou de vos tablettes pour arrêter l'apparition des notifications parce que ce sont des éléments qui viennent déranger ou troubler l'attention-concentration. Assurez-vous, là, comme je disais tantôt, d'avoir été dans les cours, d'avoir téléchargé tout le matériel, de vérifier si c'est du matériel téléchargé. La TELUC prône le sans-papier, mais il y en a qui peuvent avoir besoin de travailler dans ce mode-là pour différentes raisons, à différents moments. Il y en a pour faire des exercices, ils ont besoin de décomposer le numéro. Donc, il est encore possible, là, de votre propre initiative, là, d'aller dans des endroits pour faire de l'imprimerie à vous, mais c'est à vous de réfléchir à tout ça. L'autre dimension, c'est la dimension de type qu'on va dire personnel, c'est-à-dire tout le volet de votre motivation à faire des études et la motivation de voir comment ça se passe, c'en est une, mais on parle aussi là, de changer de carrière, finir un diplôme que je n'ai pas terminé. Il y a différentes raisons, mais c'est important que vous soyez au clair de cette raison-là. Vos disponibilités, c'est une clé ou une partie de la situation qui est super importante parce que le temps souvent nous échappe. La majorité des étudiants et des étudiantes de la TELUC vont même avoir des enfants. Donc, la conciliation études, travail, famille, là, on va parler de ça un peu après, mais juste pour voir que tout ça vient influencer vos choix personnels à vous donner une disponibilité. Moi, je pensais faire ça le dimanche après-midi, mais les cours à la TELUC ne sont pas toujours réalisables dans un bloc.
Selon la convention des cours universitaires, un cours à la TELUC demanderait minimalement de 5 à 6 heures d'investissement par semaine. Dépendant de votre maîtrise de la matière, dépendant de l'ampleur des travaux, ça se peut qu'une semaine, il y ait moins à faire, mais en contrepartie, une autre semaine, il pourrait avoir beaucoup plus même que 6 heures à donner. Donc, nous, ce qu'on vous suggère de faire, partez avec l'habitude que pour chacun de vos cours, vous bloquez 3 fois 2 heures et après 2 semaines, réévaluez ce choix-là pour voir est-ce que ça fonctionne. Un cours qui a besoin de beaucoup de lecture, les gens peuvent découper ça en fractions de 1 heure pour faire la lecture et en bloc de 2 heures pour faire de l'étude de ces éléments-là sélectionnés. On va y revenir tantôt. Donc, vous aurez des choix à faire dans votre horaire pour trouver ces espaces-là en fonction du nombre de temps. En fonction du nombre de votre utilisation du temps et du nombre de cours que vous allez prendre. Donc, je le répète, 6 heures par cours, au moins pour commencer. Donc, 2 cours, ça fait déjà 12 heures. Au niveau de votre vie personnelle et sociale, c'est important que vous informiez votre entourage de ce projet et que vous le faites dans un apport de vous leur demandez, dans le fond, pas une assistance directe, mais une compréhension de ça se peut que vous refusiez des sorties au restaurant lorsque ce sera possible. Ça se peut que quelqu'un qui avait l'habitude de vous demander de garder ses enfants, malheureusement, pendant une période de temps, ça va être moins possible. Peu importe là, les choix dans votre organisation personnelle et sociale, vous aurez à amener les gens autour de vous à devenir des collaborateurs à votre projet pour, bien sûr, bénéficier de leur soutien. Donc, si on revient ici à traiter efficacement les cours, on parle ici là, du processus d'apprentissage qui nécessite bien sûr, comme j'ai beaucoup parlé, là, tout le volet de la persévérance, de votre motivation, votre maîtrise et votre flexibilité, dans le sens que ça se peut que vous ayez prévu une chose, bien, ça se peut que vous ayez besoin de le modifier puis de prendre plus de temps. Donc, tous ces éléments-là viennent créer un certain nombre de stresseurs. Soyez sensibles que ces éléments-là viennent quand même contaminer vos habitudes. Puis, si c'est nécessaire, là, il existe d'autres services à la TELUC à laquelle vous pourrez faire face. Puis, communiquer votre équipe programme lorsque vous vivez des premiers signes là, ou des incompréhensions. Et il existe, comme je disais tantôt, d'autres services si le niveau de stress devient plus grand. Donc, les 3 règles d'or dans l'apprentissage du travail autonome, là, si on se concentre plus dans l'acte de traiter les contenus de cours, vous allez devoir traiter des lectures, des vidéos, comme je disais tantôt, du multimédia, et extraire cette information-là à l'aide d'annotation et de prise de notes. C'est un peu simpliste comme conseil, mais pour ceux qui ont connu le présentiel, c'est comme si vous deviez inventer le PowerPoint ou les outils d'animation que le prof aurait pu utiliser pour guider le 3 heures de présentation. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans le fond, les éléments clés, vous devez vous-même les sélectionner à travers majoritairement les livres ou les textes que vous avez à lire. Et on va voir tantôt des petits indicateurs pour vous aider justement à faire ces choix-là de manière plus efficace. Une fois que ces choix-là sont faits, une fois que vous avez traité, vous avez extrait un certain nombre d'informations, bien là, vous allez devoir juger de sa pertinence parce qu'il y a quelque chose à un moment qu'on trouve pertinent qui, parfois, après une certaine évolution de la matière, pourrait s'avérer à être moins pertinent ou encore plus pertinent que ce qu'on pensait. Je vous donne par exemple, il y a des auteurs, des fois, dans les livres qui vont avoir une stratégie pour stimuler l'attention du lecteur, de commencer avec un argument sur lequel il est contre et on apprend qu'il est contre seulement en cours de route de la lecture. Donc, ce qu'on croyait, dans ce cas-ci, important au départ, s'avère apprendre une toute autre valeur en avançant dans le texte. Et inversement, des auteurs vont minimiser des phénomènes au départ de leur texte pour un peu nous amener à réfléchir et à travers les découvertes qu'on va faire, prendre conscience que c'est plus important qu'on pensait, telle ou telle conséquence ou cause un phénomène quelconque. Donc, ces éléments-là, vous allez devoir, on va le voir tantôt, aussi des éléments comment faire, vous allez devoir les
extraire du vocabulaire spécifique qui vous permet de mémoriser ces éléments-là. Et vous allez par la suite avoir tout le volet de se questionner pour maximiser sa concentration et optimaliser son temps pour favoriser la mémorisation. La mémorisation fonctionne à partir de notre cerveau, bien sûr. Donc, sans aller dans de très grandes explications, très simplement, juste de savoir que les sens, on capte l'information. Avec nos structures qu'on appelle, qui sont à l'intérieur de ce qu'on appelle la mémoire de travail, bien là, on va faire un genre de tri, de jugement de cette information-là. Pertinent, pas pertinent, incompréhension, on va mettre ce que j'appelle un flag rouge, un flag vert. Et en fonction du traitement de cette information-là, notre cerveau va faire basculer cette information-là, ce qu'on appelle dans la mémoire à long terme, qui sert au niveau du stockage. Mais comme on fonctionne avec des neurones, voyez-le comme un chemin. Plus souvent on passe dans le chemin, souvent au coin de rue, là, les gens, au lieu de faire le coin de rue, ils vont passer en diagonale sur la pelouse, puis on va voir la trace des gens. Le premier qui passe, on ne voit rien, mais après 42 personnes, on voit très bien la pelouse là, qui a été arrachée par les pas successifs. Là. Donc, voyez-le comme le même principe. Ce concept de raisonnement crée une genre de première répétition et en fonction du choix qu'on fait, on va faire de la vraie répétition pendant quelques fois qui va nous aider à stabiliser ce qu'on appelle les marqueurs là, de relation ou de mémorisation. Mais attention, tout ce phénomène-là n'est pas un phénomène uniquement mécanique. Même s'il est mécanique, il est entouré où il est bien huilé, je dirais, par notre capacité à gérer le stress et la fatigue. Donc, si au travail, ça a été plus difficile, bien, ça se peut que cette semaine-là, le travail dans les cours soit plus laborieux. Ça se peut que j'ai des choix en disant, ouais, là, cette semaine, je ne suis pas optimal, j'en profite de me reposer, mais j'en fais 2 fois plus la semaine prochaine. Donc, avec un commentaire comme celui-là, vous allez devoir modifier votre horaire de la semaine suivante. Il ne faut pas juste le laisser dans un souhait. Il faut passer à l'action en fonction de ces conclusions-là qu'on fait avec soi-même. Donc, allez-y avec les meilleures habitudes de vie possibles. Activité physique régulière, bonne alimentation, bon sommeil. Ça peut sembler anodin, ça peut sembler répétitif comme message, mais il y a de nombreuses recherches qui rendent ça extrêmement explicite, les bienfaits de ces bonnes habitudes de vie. Donc, si vous savez que le vendredi, il y a souvent des activités sociales, familiales, bien, n'allez pas mettre du temps de travail le samedi matin. Au même titre que si vous me dites que le dimanche, pour quelque raison que ce soit, c'est très souvent des activités, bien, allez aussi encore en tenir compte et mettre des périodes de travail à d'autres moments dans l'horaire ou expliquer à votre famille que vous serez présent une semaine sur 2 pour vous donner un coup de main. Donc, des petits exemples concrets pour vous aider à faire ce type de choix-là. L'idée ici, c'est de devenir un détective. Vous devez être en action mentalement pour sélectionner l'information. Mais pour vous aider, sachez qu'on ne sélectionne pas tout et n'importe quoi. Dans un milieu universitaire, on a pour but d'apprendre avec une pensée scientifique différents éléments dans un domaine donné. Donc, l'important, c'est d'y aller avec les thématiques, les notions, les enjeux. Ça, ce sont un premier élément clé qui vient un peu dresser la liste des éléments qui seront travaillés dans votre cours. Avec ça, vient des auteurs, des dates, des recherches et portez attention, les méta-analyses sont toujours des éléments très intéressants et recommandés de tenir en compte. Parce que plus il y a d'auteurs et de recherches qui arrivent à une conclusion similaire, plus on va donner du poids à cet élément-là. Donc, dans le même principe, il va y avoir l'origine, le contexte d'émergence et les recherches qui sont venues stabiliser, bonifier ce concept-là. Moi, je vous donnerai l'exemple on va le voir tantôt, on va avoir un texte sur la métacognition, parti dans les années 70, 60, fin 60, et par la suite, chacune des décennies qui ont suivi, ce concept-là a perduré dans le temps et a fait l'objet de différentes études, dont par plusieurs Québécois. Donc, ce concept-là, il est stable. Quand on l'étudie, on doit savoir qu'il vient d'un certain auteur à la fin des années 60. Donc, les théories, les argumentations, les preuves scientifiques, et je vous dirais que tout ça se combine avec le point en dessous qui est
la terminologie. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez compris quelque chose que vous l'avez intégré et mémorisé. Et faites attention que votre compréhension par des mots plus simples soit l'unique point pour le réexpliquer ou le réutiliser. En tant que correcteur, les gens, on a une certaine grille, on recherche un certain nombre d'éléments. Donc, réutiliser le vocabulaire spécifique, c'est super important. Au même titre que ce vocabulaire-là, connaître la définition, c'est très bon dans les travaux. Partez pas du principe que parce que votre prof il a enseigné le concept, comme il le connaît, vous n'avez pas besoin d'expliquer. Le fait de l'expliquer démontre que vous l'avez vraiment compris. C'est ça le but de ce procédé-là, je dirais, utilisé dans vos travaux. Donc, prenez le temps de montrer que vous connaissez la signification de ces terminologies-là et que vous savez d'où elle vient. Je reprends mon exemple de la métacognition qu'on va voir tantôt. Si j'avais écrit un texte là-dessus, bien, je dirais, comme Flavel nous l'a démontré, la métacognition, juste le fait d'avoir glissé l'auteur qui relève, c'est un point en ma faveur là, pour démontrer que je maîtrise le concept. Le dernier des volets, qui est quand même présent dans la majorité des disciplines, mais va être plus présent dans certaines, comme mettons en comptabilité, en informatique, en intervention. Donc, on va apprendre un certain nombre d'éléments assez théoriques qui va nous amener à bonifier un avis professionnel ou un processus décisionnel ou un processus de gestion, c'est-à-dire que parce que ces éléments-là sont prouvés, il est bon de les utiliser dans l'action, dans le concret. Donc, les applications, les mises en contexte et les cas typiques ou atypiques où on l'applique sont des éléments également super importants. Donc, quand vous lecture, vous tombez sur un des 6 éléments que vous voyez à l'écran, sachez que c'est un élément à sélectionner et à mémoriser. Comme notre cerveau fonctionne, là, comme j'expliquais tantôt, par réseau de neurones, il y a des points de contact, là, bien, les mots-clés vont favoriser ces points de contact-là. Et là-dessus, je veux faire un point très précis parce que souvent, les gens vont dire « Ouais, mais il y en a tellement, j'ai peur de perdre de l'information. » Sachez que c'est un peu étrange, mais c'est vraiment des points de contact ou des clés qui ouvrent des tiroirs que je dirais, c'est-à-dire que si on n'a pas la clé pour ouvrir le tiroir, peu importe ce qu'on a mis dans le tiroir, on n'y aura pas accès. Donc, dans mon exemple de la métacognition, bien, moi, c'est métacognition qui vient ouvrir quelque chose. Puis avec métacognition, il y a certains autres éléments clés qui sont procéduraux, déclaratifs et ainsi de suite. Donc, cet arbre-là, très schématique de mots-clés, il est extrêmement important parce que, comme vous l'avez peut-être compris à travers ma présentation, bien, il vient créer une façon simple de répertorier l'information et plus l'information va être répertoriée, bien, plus vous allez être capable d'en emmagasiner. Donc, faites confiance au processus, n'ayez pas peur de perdre des choses. Ce n'est pas parce qu'on sélectionne qu'on perd. La sélection vient juste donner l'élément clé qui va venir rassembler les éléments sous ce chapeau. Donc, savoir à noter, toujours mon exemple que je vous dis depuis le début, la métacognition, voyons ici un exemple très concret. Le texte que vous voyez à l'écran, un paragraphe, je vais prendre quand même le temps de le lire pour que vous voyez que dans le fond, qu'est-ce que je garde de tout ça. Donc, première définition proposée par Flavel 1987, est partagée par de nombreux auteurs et on voit une suite d'auteurs avec des dates. On voit que dans le temps, ça passe de 93 à 98. Donc, ça prouve que le terme est toujours actif. La métacognition comporte ainsi 2 grandes dimensions. D'une part, on retrouve les connaissances que l'individu possède sur ses ressources cognitives, ce que l'individu sait. Et d'autre part, le contrôle de l'individu pour exercer d'autre part, le contrôle que l'individu peut exercer sur ses ressources, ce que l'individu fait. La première correspond à l'aspect déclaratif et la seconde à l'aspect procédural. Donc, voyez-vous, ici, on vient utiliser la couleur pour dire qu'il y a 2 choses et on vient mettre aussi une troisième, mais qui est plus ou moins nécessaire. Vous auriez pu mettre en marge 1, 2, excusez. Vous auriez pu mettre, on pourrait mettre aussi des commentaires en marge qui feraient la même chose que ça. L'important au final, c'est de savoir que dans le fond, il y a une question de déclaratif procédural. Le déclaratif concerne le savoir, c'est-à-dire les ressources cognitives, tandis que le procédural concerne ce que l'on fait, le contrôle. Ces 6 mots-là, divisés en 2 colonnes, sont la clé de la mémorisation des premiers
éléments pour définir la métacognition. Avec ces éléments-là, bien mémorisés, je vais être capable de faire face à un certain nombre de questions et à reconstruire un propos. Et on accole à ça l'auteur et la date, comme je disais tantôt. Et pour ce paragraphe-là, c'est ce qui aurait besoin d'être fait. Donc, l'idée dans ça, c'est aussi, grâce à ce travail de sélection, c'est de garder une trace simplifiée de votre compréhension. Donc, on fait des regroupements, des ensembles, on fait des catégories, on met ça dans des tableaux, dans des colonnes. Par exemple, quand on vous parle que deux théories ont des choses en commun et des choses distinctes, bien, spontanément, vous devriez penser à un tableau 3 colonnes. Les 2 colonnes, la première et la dernière, sont pour les éléments distincts et celles du centre sont pour les éléments communs. Donc, juste en faisant un tableau, vous allez, en le mémorisant de cette manière-là, vous allez arriver soit dans votre travail ou l'examen, dire, ah oui, ça c'est tel auteur, les 3 colonnes, au centre, il y avait ça. Donc, ce qui est commun, c'est ceci. Donc, l'affirmation est fausse, par exemple. Parce qu'il va y avoir des pièges comme ça là, dans vos examens. Identifier les exceptions et les applications, c'est des éléments très importants. On revient tantôt comparer les auteurs, les théories, les applications. Dans un cours, on va souvent vous présenter une certaine succession de possibilités, de vous expliquer celle-là, elle est bonne dans tel contexte et pas dans un tel. Dans tel contexte, il est préférable d'utiliser une autre. Donc, ces éléments-là sont importants. Et lorsqu'il y a des éléments ordonnés dans le temps, des suites logiques, des processus décisionnels, bien, allez clairement identifier chacune des étapes qui se succèdent. Donc, pour reprendre l'exemple de tantôt, si j'avais à reprendre un peu, comme j'ai dit, ce qu'on aurait pu faire en marge, qu'on pourrait faire dans un document, dans un truc qu'on écrit, peu importe la forme que vous allez choisir, l'important, c'est d'en avoir une. On aurait été mettre métacognition Flavel 87, 1, déclaratif, savoir connaître ses ressources, 2, aspect procédural, faire contrôle des ressources. Donc, il y a contrôle, il y a connaître et contrôle qui fait référence au déclaratif procédural. Le savoir et le faire sont l'élément clé de compréhension qui m'amène à intégrer le vocabulaire plus spécifique. Donc, on poursuit ici avec la mémorisation pour éviter la surcharge cognitive. Premier élément de surcharge cognitive ou de la fatigue cognitive, grosse journée, problèmes personnels, mauvais sommeil, ce sont tous des éléments qui vont venir contaminer ou favoriser votre capacité à traiter l'information. Mais une fois que ça c'est réglé, il faut faire attention parce que vouloir trop en faire trop vite, trop rapidement, c'est aussi un phénomène qui peut engendrer de la surcharge cognitive. Et lorsqu'on tombe en fatigue ou en surcharge cognitive, bien, tout ce qu'on fait à partir de là, on fait comme un peu pour rien. C'est comme un coup d'épée dans l'eau. C'est-à-dire que oui, on va l'avoir fait, mais ça ne sera pas intégré. C'est pour ça que je dis souvent aux étudiants, vaut mieux 1 heure bien concentrée qu'un 3 heures où il ne s'est rien passé. Donc, connaître vos forces, connaître vos meilleurs moments pour procéder au moment d'étude, travailler avec vos éléments clés, synthétiser cette information-là et la répéter et vous questionner sur cette information-là. Un petit truc qu'on peut faire là, quand on voit que des éléments sont plus difficiles, bien, on imprime notre synthèse avec les clés les plus simples et on va venir mettre en couleur ce qu'on sait. Donc, il va rester des choses qu'on ne sait pas. Et là, on met notre énergie, on canalise notre énergie sur ce qu'on ne sait pas. Parce qu'une des erreurs qu'on voit régulièrement chez les étudiants, c'est qu'ils vont prendre beaucoup ou perdre du temps à étudier déjà quelque chose qu'ils savent. Donc, faites attention à ce phénomène-là. Donc, de jour en jour, on élimine ce qui est connu pour arriver à la fin, idéalement, que l'ensemble de l'information devrait être en couleur. La semaine avant l'examen ou quelques jours avant, là, on reprend l'ensemble puis on fait juste faire du rappel de cette information-là. Là, on n'est plus dans une technique d'étude. Comme je vous disais, là, on fait par élimination, puis il est recommandé de faire un 10 à 30 minutes plusieurs fois par semaine. Donc, encore là, un nouvel ajout. Souvent, ce que moi, je suggère, c'est de commencer par cette tâche-là. Quand vous asseyez à faire votre 2 heures de travail, bien, vous prenez vos synthèses des jours passés et vous en faites le survol. Et si vous êtes déjà rendu à faire de l'étude de ce qui n'est pas mémorisé, vous le travaillez un petit 15 minutes et là, vous vous mettez au travail sur la nouvelle matière, puis vous bonifiez votre synthèse qui se construit tranquillement pas vite. Ceux qui ont des longs trajets à faire en transport en commun, ce sera une genre de tâche qui peut être faite, qui est très répétitif. Il y a même des logiciels qui vous permettent de le faire en mode audio. Vous enregistrez un peu comme on pratique là, les langues. Mais vous pouvez faire le même phénomène avec vos
votre étude. Vous-même, vous enregistrez des définitions, puis vous devez, quand vous les entendez, dire c'est quoi le concept. Toutes sortes de choses dans lesquelles vous pouvez vous amuser. Puis c'est là où, à un moment donné, ces tâches-là viennent remplir l'espace-temps. Et donc, pendant que vous faites ça, vous le faites vraiment. Donc, des fois, les gens vont longtemps, parfois, malheureusement, rester dans l'observation de ça ne marche pas. J'espère aujourd'hui vous donner une multitude de trucs pour passer à l'action dans ces éléments-là. Faites des devoirs avec les enfants, vous travaillez les mots de vocabulaire, intégrez vos mots dans le lac à piger, je dirais, des mots de vocabulaire avec vos enfants, puis faites-le en même temps qu'eux, de montrer que vous avez aussi des mots de vocabulaire à apprendre. Ça va créer certainement des moments cocasses. C'est un processus qui est actif, ce qui inclut l'évaluation. Il y a parfois des choses qui vont devenir claires à notre esprit au moment de l'examen. Ne soyez pas surpris de ce phénomène-là. Tout le stress lié aux examens a différentes sources. Moi, aujourd'hui, je m'adresserai à la source de elle qui est « je maîtrise le contenu ». Donc, l'examen n'est pas supposé être une surprise. N'attendez pas que quelque part dans le cours, vous ayez une liste de choses à étudier pour l'examen. C'est très rare que ça existe. L'examen a pour but de valider, après avoir été en contact avec une information, qu'est-ce que vous avez compris. Donc, l'examen, ou les tâches d'évaluation, c'est la fin d'un processus. Ce n'est pas une tâche connexe, ce n'est pas une tâche autre. C'est une tâche à l'intérieur du processus et il arrive très régulièrement que vous faites après l'examen, « Ah ouais, telle question, c'était ça la réponse. » Soyez pas choqués. Soyez content d'enfin savoir maintenant puis de l'intégrer. Puis, dépendant des conclusions que vous faites, c'est ça que des fois, ça va venir changer notre façon d'étudier. Mais tu sais, mettons qu'on a eu 95, pas sûr que l'analyse qu'il faut en faire, c'est de changer sa technique d'étude. Tu sais, il y a eu un 5 points là qu'on peut plus difficilement aller chercher dans un. Tu sais, n'en faites pas nécessairement une obsession là, du résultat du 100%. Là. Il y a comme un imprévu là-dedans. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait face à une question qu'on est nécessairement mal préparé. Faites attention à ça. Donc, pour démontrer efficacement vos apprentissages, comme j'ai dit à travers la présentation, on revient. Réutilisez le vocabulaire spécifique, prenez le temps de définir vos termes, citez vos sources, les auteurs, les documents utilisés. Ne cherchez pas à vous démarquer ou à exprimer un élément trop personnel, sauf si c'est le but, et même quand c'est personnel, vous devez toujours trouver une manière d'exprimer comment cet élément personnel-là, les contenus du cours sont venus contribuer à votre avis personnel. Faites attention à ce phénomène-là. Il y a des gens, malheureusement, qui tombent des fois dans ce piège. Anticiper les attentes pour réussir ces évaluations. Donc, par exemple, le texte de la métacognition, je pourrais m'attendre à, au commandement de la définition, qu'on mette une question de choix-réponse, puis les auteurs sont cités, puis il y en a juste un dans la liste qui n'était pas là. Ça, ce serait une question très difficile. Vous auriez, je pourrais avoir à donner des exemples de chacun des aspects. Donc, quand je joue avec la matière, je fais aussi ce travail-là d'anticiper, bien, si j'étais l'enseignant, qu'est-ce que je poserais comme question? C'est une très bonne façon d'étudier. Pour aller plus loin, on est en train là, de mettre en ligne, là, ça prend un certain temps là, pour que tous les volets soient là, mais dans les prochaines semaines, le volet sur l'organisation va être présent. Actuellement, vous avez le volet sur s'adapter au cours à la TELUC et le volet de stratégie de lecture qui reprennent beaucoup d'éléments que j'ai vus aujourd'hui. Donc, allez dans votre portail, dans l'onglet Ma réussite, vous aurez accès à un certain nombre de ressources pour vous aider. Pour aller encore plus loin, si aujourd'hui vous faites je me sens vraiment pas prêt ou j'ai des doutes, si la présentation d'aujourd'hui vous amène des sentiments plutôt négatifs, ça pourrait être intéressant d'appeler votre équipe programme et vous pourriez aussi évaluer le fait de faire le cours EDU 1004, qui est un cours avec un certain nombre de crédits qui va vous permettre de bien comprendre et vous préparer aux tâches scolaires ou académiques là, attendues dans un cours à distance tel que fait par la TELUC. Maintenant, temps là, de prendre quelques temps pour voir les questions qui ont été exprimées. Je vois qu'il y en a, comme j'ai des collaborateurs
discret, mais apprécié. Je vois qu'il y en a qui ont été répondus. Je vois le retard. Est-ce que les examens sont disponibles à une date précise? Pouvons les faire lorsqu'on nous sommes prêts? Les examens, il faudrait vérifier l'horaire, mais je crois que mon collègue qui organise les examens, il fait un webinaire sur ce sujet-là, une présentation. Mais l'important là-dedans, c'est de comprendre qu'à la TELUC, là, il y a comme 3 grands modèles d'évaluation. Vous avez les travaux. Ça, c'est à travers votre titre de cours que vous obtenez ou en contact avec votre personne qui fait l'encadrement, les consignes et les dépôts de travaux. Pour ce qui est des évaluations plus formelles, il y en a qui se font à travers le site de cours et il y en a qui se font à travers une plateforme d'examen. Donc, ces 2 éléments-là sont à distinguer parce que les examens sont en fonction de où ils sont dans la plateforme, ils ne sont pas toujours disponibles. Puis même ceux sur le site de cours, qui la majorité sont disponibles à peu près quand on veut ou quand on est prêt, il y a quand même des situations d'évaluation où vous devez signaler à la personne qui est chargée de votre encadrement que vous êtes prêt pour faire l'évaluation. Il va vous envoyer à ce moment-là des liens. Donc, quand vous avez des questions, rapportez-vous au truc du livre. Sinon, appelez à l'information générale, là, ils vont très bien vous guider, là, si nécessaire, soit vers la structure des examens, votre équipe programme ou votre tuteur de cours pour répondre à vos questions. C'était demandé aussi si on avait droit à nos notes de cours. C'est sûr que là, l'examen, il est à la maison, mais que vous ayez droit ou non à vos notes de cours, c'est un piège. Ne partez pas sur le principe que comme vous avez droit à vos notes, vous allez moins vous préparer s'il y a une grave erreur à faire, parce que même anciennement, parce que là, on a changé nos modèles d'évaluation qui sont tous en ligne, mais anciennement, il y avait d'autres modèles. Là. Puis même quand on avait un examen, ou même dans d'autres universités, quand vous avez un examen à livre ouvert, ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Et ne partez pas sur le principe qu'il faut en faire moins. À mon avis, il faut en faire plus. Il faut mieux maîtriser le contenu, il est où, il est quoi, parce que vous n'aurez jamais le temps de vérifier chacune de vos réponses pour chacune des questions. C'est pas comme ça que c'est fait, là, tu sais. Donc, faites attention à ce point-là. Répertoriez l'information, faites des synthèses, soyez en maîtrise de l'information, comme ça, vous ne serez pas nécessairement surpris par votre examen et vous pourrez y faire face. Il y a à la fois des questions qu'on dit, nous, de contenu, là, qui a dit quoi, ta définition, donner un exemple, des applications, et vous allez avoir aussi des questions ouvertes où là, vous devez écrire un certain discours à caractère que je dirais scientifique là, ou professionnel là, dans vos évaluations. Pardon. Donc, pour ce que je vois à domicile dans les locaux, mais ça, c'est toujours à la maison. J'ai répondu. Pour ce qui est des logiciels à lesquels vous pourriez avoir accès, il faudrait voir dans l'onglet avec nos techniciens. Je ne suis pas certain si ces licences-là sont toujours offertes. Ça dépend des cours qu'on prend. Il y a plein de subtilités à l'intérieur de ça, mais pour faire des synthèses, il y en existe des gratuits. Moi, je connais CMAP, FreeMind. Ceux qui connaissent la suite Office, vous avez les Smart Art qui permettent de le faire. Comme j'ai dit tantôt, j'ai donné un exemple d'un tableau blanc dans notre environnement avec des crayons, marqueurs. Ça peut faire la job. La synthèse, l'outil que vous allez prendre, il devrait vous être connu ou proche de ce que vous connaissez. Donc, là-dessus, c'est difficile de vous diriger précisément sur quelque chose. Je vais prendre peut-être une dernière question. Pour les dates de remise des travaux, faut-il absolument les respecter ou on peut remettre nos travaux 2-3 jours plus tard? Ça, c'est une question facile à répondre, mais en même temps, ce que je voulais dire, piège un peu. Parce que comme les cours à la TELUC sont très diversifiés, vous allez avoir des cours où la date est une date proposée et que vous la remettiez 2 jours avant, 2 jours après, ça ne fera pas d'impact. Mais faites attention, vous avez certains cours qui sont faits d'une certaine manière où les dates représentent une certaine obligation, mais toutes ces informations-là, vous allez les avoir dans la feuille de route, qui est un peu l'équivalent du plan de cours pour ceux qui ont connu le présentiel. Et si vous êtes dans le doute,
envoyer une question à la personne chargée de votre encadrement ou à votre équipe programme et ces gens-là vont vous accompagner à trouver l'exactitude dans ce cas précis-là de cours, à savoir si cette fois-ci les dates sont flexibles ou non. Si comme les dates de fin de cours, faut les respecter. Puis faites attention, ce n'est pas parce que votre examen est 3 semaines plus tard que vous pouvez remettre vos travaux 3 semaines plus tard. La date de fin de cours est la date de fin pour remettre tous les travaux et la date d'examen se distingue de la date de fin de cours. Faites attention à cet élément-là. Alors, j'espère vous avoir aidé, vous avoir encouragé, vous avoir donné des outils concrets pour votre réussite dans la prochaine session. Je vous remercie d'avoir été en grand nombre à ce webinaire et on se revoit dans une autre activité. Bonne fin de journée à tous.